Il a invoqué encore un autre problème sur le jouet. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié de voir le Premier ministre dire aux Congolais que depuis 2007, le Congo n'a pas l'argent. Le Congo n'a pas d'argent, donc n'a pas de moyens pour relancer le barrage de Djoué. Ça fait pitié d'écouter. Vous avez le Djoué à l'arrêt depuis 2007. L'État a du mal à trouver des ressources pour relancer le Djoué. L'USO, à peine mis en fonctionnement, fonctionne avec, je crois, 2 groupes sur 3. L'État a du mal à trouver des ressources pour financer la réparation des groupes. Vous voyez? Donc même en termes de production d'électricité, l'entretien de ces centrales hydroélectriques pose de sérieux problèmes. Non, mais il ne peut pas venir à la télé pour raconter ça aux Congolais. Si lui ne vivait pas au Congo, nous, on vivait au Congo. Nous savons qu'entre 2010 à 2016, l'État congolais était l'un des pays, c'est-à-dire même le deuxième pays en Afrique qui avait le budget le plus élevé après l'Afrique du Sud. Nous savons que le Congo, on prêtait de l'argent à d'autres pays. À la Côte d'Ivoire, on nous parle de 100 milliards. 100 milliards, oui, oui, Sans on a compter les autres prêté, pays. pardon, pendant que vous en parlez, évidemment, le Congo a prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Il a aussi prêté, je crois, 50 milliards au Niger. Beaucoup d'argent comme ça. Il a même payé les salaires des fonctionnaires centrafricains, oui. Et donc, vous Alors, disiez que le Congo avait beaucoup alors, d'argent. et donc, Il y avait d'ailleurs vous des imaginez, excédents budgétaires aussi. voilà. Et nous savons que le Congo était l'un des pays, était le premier pays en Afrique qui votait ses budgets avec des excédents budgétaires de plus de 400 à 3000 milliards. Et donc, quand Colonie vient nous dire à la télé que depuis 2007 à aujourd'hui, ces barrages ne fonctionnaient pas parce que l'État n'avait pas l'argent, ça, c'est... Non, non. Je me suis dit, mais est-ce que mon vieux là a toujours des conseillers? S'il a des conseillers, donc il n'écoute plus ses conseillers. Que la sortie médiatique d'Anatole Koliné-Makosso doit avoir un lien avec probablement ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a aussi un petit bruit qui court euh, que Kinshasa aurait finalement stoppé la fourniture d'une bonne partie de l'électricité à Brazzaville pour les raisons que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein, cette petite crise née autour de la cession, concession ou vente des terres du Congo au Rwanda qui semble gêner Kinshasa. Et ça, les officiels congolais ne semblent pas aborder cet aspect de choses. Est-ce que vous avez quelques informations à votre niveau? Alors, j'étais à Kinshasa il y a 2 jours de cela. Ce qui est vrai, c'est que euh, qu'on arrête de se voiler les yeux, qu'on arrête de se voiler les yeux, la tension est là et ça part, OK? Au niveau de Kinshasa, les voisins sont contre du rapprochement du Congo vers le Rwanda. Et aujourd'hui, si le bruit qui court, dans le sens où la RDC a réduit sa capacité de l'électricité qu'il fournissait au Congo et tout. D'autres vont dire que c'est parce que le Congo ne paye pas les dettes, mais nous pensons il y a aussi le voisin euh, qui, euh, qui est en train d'agir pour dire, mais comment on est voisins, comment on leur donne même notre électricité, alors que pendant que nous avons des problèmes avec tel pays, et voilà ce qu'ils sont en train de faire, voilà, voilà. Donc, ça, en gros, ça joue un rôle aussi très important. Parce que vous savez que c'est depuis que ce bruit des terres et quoi a commencé, c'est là où on parle des tensions concernant la relation du secteur de l'électricité entre la RDC et le Congo a commencé.
Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Nous avions promis à suivre le procès MCC contre les sociétés LCDE et EKRC pour arnaque en bande organisée parce que nous estimons que l'eau et l'électricité sont tellement vitales, non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'économie d'un pays. Un petit pays comme le Congo-Brazzaville qui est pourtant doté d'énormes ressources naturelles exploitées, j'entends là le pétrole, le bois, les minerais. Savez-vous qu'on exploite de l'or au Congo-Brazzaville, du diamant, du cuivre et bien d'autres minerais? Le Congo dispose également d'une mer. Bref, avec une petite population de 6 millions d'habitants à en croire les dernières statistiques du recensement réalisé en 2023. Il est donc inadmissible, j'allais dire inacceptable, que les Congolais manquent l'eau potable et l'électricité au XXIe siècle. 64 ans après l'indépendance du Congo. On en parle donc aujourd'hui avec Ghislain Ondélé Kanga, président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. Bonjour Ghislain. Bonjour, Monsieur Perrin. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau R7 et parce que vous nous apportez généralement de très bonnes nouvelles, de très bonnes informations. En tout cas, merci donc de votre disponibilité aujourd'hui. Vous étiez au parquet de Brazzaville, bien entendu, pour évidemment le procès qui vous oppose à ces deux sociétés, notamment la LCDE et la EKRC. Quelle a été donc l'ambiance à ce premier jour du procès? Alors, déjà, merci encore pour la parole. Oui, le vendredi passé, donc le 21 juin, pour nous, c'est une date, ça va rester une date historique. Et donc, nous étions au parquet, oui, nous étions au parquet. Euh, les deux sociétés, les deux sociétés ont été représentées par l'RD Conseil. Et voilà. La première audience était celle de la société qui oppose le MCC contre la société LCD, donc la société qui nous fournit de l'eau. Alors, cette audience, la société EKRC a été représentée, comme je l'ai dit, par son conseil. Et le conseil a écrit. Donc, le conseil a répondu parce que nous, on avait déposé une requête auprès du tribunal. Donc, il était question que le conseil aussi, la société LCD, puisse nous répondre. Donc, leur conseil avait répondu. Bon, malheureusement, on a pris, le document est là, on a pris un peu le temps de lire ces documents et de comprendre en fait de compte. Bon, nous constatons que il y a rien De de consistant. consistant. Voilà, comme réponse, il y a rien, il y a vraiment rien. Parce que nous, quand nous déposons là, nous portons plainte à cause de beaucoup de choses. Mauvaise qualité de l'eau, les salubrités, les pertes, Au total, le manque vous avez d'eau. fait votre plainte sur combien de points, combien de revendications? Il y en avait la plainte, dans la plainte, il y en avait, euh, voilà, excusez-moi, il y en avait beaucoup, comme je dis, la pénurie d'eau, le manque d'eau, les pertes qui sont causées par le manque d'eau. On avait dénoncé aussi l'escroquerie et l'arnaque qui organise ces sociétés. On avait aussi dénoncé la surtaxe dans les factures. On avait dénoncé aussi les faux contrats d'abonnement et l'abus du pouvoir. Alors, donc, vous allez constater que M. Perrin, sous tout ce que j'ai cité, et le conseil de cette société est revenu seulement sur le faux contrat. Donc, on nous Donc, demande ils n'ont considéré qu'un seul point, c'est ça. voilà, et on nous demande de produire un document qui démontre réellement qu'il y a un faux contrat. Vous voyez? Mais l'arnaque dans les factures, la surfacturation. Pardon, Ghislain Ondélé. Vous, lorsque vous parlez du faux contrat, à quoi faisiez-vous allusion concrètement? Peut-être que vous n'êtes pas compris avec les autres sites. Voilà. Alors, mais quand nous parlons euh, de faux contrats, nous faisons allusion
à la relation qui existe entre la société et ses clients. Souvent, c'est quoi? Si vous voulez prendre un contrat d'abonnement, c'est-à-dire vous voulez prendre un abonnement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Vous allez dans une agence, on vous fait un devis. On vous fait un devis, on vous dit c'est 150 000, c'est 75 000, c'est 200 000, ça dépend. On vous demande de payer cet argent et on vous remet un reçu. Oui. Et après, les agents vont passer sur le terrain, vous installer de l'eau et tout et tout. 2 mois après, vous recevez une facture. Donc, votre première facture devient comme si votre abonnement ou votre contrat a commencé. Mais nous, quand nous dénonçons le faux contrat, nous disons qu'il devait y avoir un contrat en bonne et due forme. C'est-à-dire, il ne devait pas se passer entre les reçus et paiements et les premières factures. Non, non. Nous dénonçons et nous voulons qu'il y ait juste avoir quelques précisions, Ghislain, c'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer que lorsque vous voulez souscrire un abonnement, généralement, on vous dit le montant à payer, après, bien sûr, comment on appelle ça, l'état de lieu pour constater quelle est la puissance à souscrire. Et donc, lorsque vous avez payé ce montant, on vous délivre notamment un récépissé, c'est ça, et c'est ce qui établit le contact avec, c'est-à-dire le contact entre le client et la société. Donc, il n'y a pas un document en tant que tel avec les termes du contrat qui vous lie avec cette société. Voilà. Donc, il n'y a pas un document où vous pouvez lire pour réellement comprendre c'est quoi la responsabilité de la société et c'est quoi ma responsabilité étant client. Au cas où la société n'arrive pas à me fournir de l'eau, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la procédure à faire? Au cas où le manque d'eau ou encore la mauvaise qualité de l'eau cause des dégâts chez moi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc, il n'y a pas un document comme ça. Voilà pourquoi nous dénonçons, nous disons que ce qu'eux, ils donnent comme sous forme d'un contrat, ce n'est pas un bon contrat. Nous voulons un contrat. Nous voulons qu'il y ait un contrat en bonne et due forme. Et donc, vous disiez, en fait, ces sociétés ne livrent ou ne donnent à leurs clients que ces reçus-là. Ouais. Quel que ce reçu-là, on vous dit, voilà, et vous allez attendre, après 2 mois, votre facture va arriver et c'est à partir de ces factures-là que vous serez maintenant considéré comme un vrai client de la société. C'est-à-dire un contrat où vous venez, voilà, vous avez lu le contrat, vous avez compris le contenu du contrat et puis vous signez, le responsable de la société signe. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est la raison. Vous êtes en train de nous apprendre que les Congolais qui souscrivent les abonnements dans ces 2 sociétés-là n'ont pas un document écrit où figurent bien sûr les termes du contrat, c'est-à-dire oui, les clauses qui vous lient avec la société. Ce document non, ça n'existait pas. Non, non, ça n'existait pas. C'est-à-dire, il y a un document où on te présente un document, tu prends le temps de lire et tu signes, tu mets ta signature. C'est ça le contrat. Quand on parle d'un contrat, c'est quoi? C'est un accord entre 2 personnes ou une structure et tout. Donc, nous parlons ici d'un contrat entre la société et un client. Donc, il devait y avoir un document où le client, après avoir lu, met sa signature pour dire qu'il est d'accord. Il est d'accord, il accepte des conditions. Alors, est-ce que c'est ce qui justifie que finalement ces sociétés-là ont tous les droits sur les clients et les clients, en réalité, n'ont pas le droit parce que lorsque vous consommez ou vous ne consommez pas, vous êtes obligé de payer. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'électricité ou lorsqu'il n'y a pas de l'eau, vous êtes obligé de payer. Et la société n'est soumise à aucune, à aucune amende, à aucune réparation. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Mais c'est ça, non? Qu'est-ce que l'absence d'un contrat, l'absence d'un bon contrat, c'est ça qui fait de telle sorte que tout Congolais abonné à cette société est victime. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la société qui a un pouvoir. Je prends encore un autre exemple. Quand vous lisez la facture de cette société, on dit, une fois qu'on vous a livré, on vous a livré une facture. Donc, après la date que vous êtes censé payer votre facture, si vous ne payez pas, vous allez payer des pénalités. C'est-à-dire, après cette date, vous allez payer avec une pénalité de 15%. Mais cette pénalité de 15% est définie dans quel contrat?
Et cette pénalité de 15% que le client est censé payer, c'est basé sur quel test? Quel est le fondement de cette pénalité? Oui. Alors, Donc, s'il y avait un contrat en bonne et due forme, pendant que vous êtes en train d'expliquer, en fait, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que finalement, j'allais dire ce contrat tacite, hein, il faut l'appeler comme ça, et doit avoir des clauses léonines, il faut le dire. C'est comme lorsqu'on parlerait d'un contrat léonin, c'est-à-dire il n'y a qu'un, disons, une seule partie qui tire profit de ces contrats-là parce que tout est pour cette société et rien pour le client en réalité. C'est ce que je semble comprendre. Et donc, je peux aussi me tromper. Alors, s'ils ne donnent pas, c'est-à-dire s'ils ne donnent pas le contrat ou s'ils ne font pas signer un bon contrat en bonne et due forme, ça doit être fait exprès parce que finalement, ils savent que si nous donnons le vrai contrat avec tout ce qui se passe, bien sûr, ça risque de leur créer beaucoup de soucis. Voilà pourquoi ils ne donnent pas ces contrats aux clients. ouais. Mais regarde, quand nous disons que ces sociétés, que ce soit celles de l'eau et de l'électricité, sont des mafias, sont des réseaux mafieux, mais c'est ça en fait de quoi. Ces gens-là sont conscients. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Alors, ils en profitent sur la naïveté des Congolais et sur l'ignorance des Congolais. Ils savent que s'ils présentent aux Congolais un contrat, par exemple, mais c'est mon contrat et j'ai le droit de veiller sur mon contrat. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous venez, vous voulez avoir l'eau. OK, quel quartier? Tel quartier. Bon, là-bas, l'abonnement, c'est 150 000. Vous payez 150 000, on vous donne Un un petit reçu. reçu, et puis on vous donne un devis. On vous donne un devis pour des choses que vous devez acheter, et à la fin, bon, on vient vous installer de l'eau. Après, bon, votre facture, c'est après 2 mois. Et c'est après 2 mois que vous allez commencer à payer. Et c'est parti. C'est parti. Je suis devenu client, je suis devenu abonné. Sans un Donc, il n'y a pas document, donc, sans un document conforme qui vous lie avec la ça société. Rien n'existe du pas. tout. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons ça comme des faux contrats. Et nous voulons qu'il y ait des bons contrats. C'est la même chose du côté de l'électricité. Comment dans une facture de l'électricité, dans ma facture de l'électricité, on ajoute des taxes sans que même moi-même je sois au courant. Donc, tu viens comme ça, tu te réveilles, voilà, tu constates que dans ta facture, il y a maintenant une taxe qu'on appelle timbre électronique. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, ce sont des gens qui sont conscients, tellement ce sont des mafieux face à une population ignorante, et c'est ce qu'ils font. Donc, les gars nous ont demandé de, c'est tous ceux qui sont revenus sur, ils sont revenus, vous devez nous présenter le contrat. Alors que nous, on les attendait pour venir nous démontrer si réellement ils escroquent pas, si réellement la société n'anarque pas. Mais ils sont venus sur le contrat. Bon, nous, on s'est dit le 12 janvier, le 12 juillet, nous allons présenter au tribunal qu'est-ce que nous appelons par faux contrat. C'est pas là que nous attendons cette société. Nous attendons cette société dans les questions de fonds. Nous avons dit que ça fait plus de 5 ans que cette société prélève pratiquement 3 à 4 milliards chaque année sur les Congolais. Cet argent ne devait pas prélever. Et nous demandons le remboursement de cet argent. C'est ça la question de fond. Les sociétés qui prélèvent près de 4 milliards chaque année sur les Congolais. On va y revenir parce que tout à l'heure, nous allons aborder évidemment la sortie médiatique du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso sur ces questions. Lui qui voulait un peu se justifier, qu'il n'avait pas de ressources financières, qu'il avait tout un tas de problèmes qui justifiaient, évidemment, selon lui, hein, qui pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de l'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité. Mais là, j'apprends déjà 4 milliards par année, rien que pour les taxes, c'est ça. Non, non, il faut dire que rien que pour la NAR, parce que quand on dit une taxe, quand on dit rien que pour la taxe, c'est une taxe reconnue et une taxe qui est censée aller au trésor. Mais 3 à 4 milliards, rien que de la NAR, des chapitres qui ont été ajoutés dans les factures où, à la fin de l'année, les gens sont capables de prélever 3 à 4 milliards.
On Donc, ne vous sait êtes en pas train de d'où va cet dire, argent. pardon, Gisela, vous êtes en train de dire qu'en dehors de la consommation normale payée par les clients, ils ont créé, voilà, j'allais dire, des taxes qui n'ont rien à voir, qui ne se justifient pas, mais qui leur apportent près de 4 milliards par année. Oui, que ça, que ça soit du côté de l'eau et du côté de l'électricité. C'est du côté de l'électricité là où il y a pur. Mais comme on va en parler de l'électricité, mais du côté de l'eau, c'est quoi? Euh, le, le client paye l'eau normalement, ce qu'il était censé payer. Alors, ils ont ajouté au moins des chapitres et ils appellent ça entretien réseau. C'est 2277 francs que les gens là prélèvent. OK? Alors, Par abonné. par abonné. Mais l'enquête que nous avons menée nous a démontré qu'aujourd'hui, cette société compte plus de 225 000 abonnés. Et donc, si nous prenons même un échantillon de 200 000 abonnés et nous faisons 2277 francs fois 200 000 abonnés, donc nous supposons que les 200 000 abonnés, chacun paye. OK? Ça, en une année, on a pratiquement 3 milliards et quelques. Il y a encore un autre chapitre qu'ils appellent entretien branchement. Là, c'est 1021 francs. Mais entretien branchement, c'est l'argent qui est prélevé. 1021 francs est prélevé chaque 2 mois par abonné pour l'entretien des branchements. Mais aucun abonné au Congo a déjà reçu un service d'entretien des branchements. Ce qui veut simplement dire que chaque 2 mois, les gens payent de l'argent pour un service qui n'existe pas. Mais quand nous avons estimé sur le nombre des abonnés, nous sommes à pratiquement près de 1 milliard 225 millions et quelques. C'est là où nous attendons le conseil, que nous attendons les avocats de cette société, de venir nous démontrer si ce que nous sommes en train de dire est faux. Mais ils sont en train de rebondir sur le contrat. Est-ce qu'il existe un contrat d'abord entre les sociétés, les clients de cette société et la société? Quand on parle d'un contrat, on parle d'un accord, et un accord qui doit être signé. Vous voyez, M. Alors, Perrin. Alors, juste là, Ondele Kanga, c'est vrai que avant de continuer sur bien sûr le procès en tant que tel, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord parce que tout à l'heure on va revenir hein, sur l'électricité, on va encore revenir sur l'eau, mais je voudrais qu'on s'intéresse d'abord sur la sortie médiatique la semaine dernière du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Qui a tenté d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et là, il évoquait donc la vétusté des installations et les destructions causées pendant la guerre. Ça, c'est le terme qu'il a utilisé, les destructions causées pendant la guerre, notamment sur la ligne Mukukulu, je crois, Mindouli, c'est ça? La vétusté du matériel ou de la ligne, je ne sais pas si c'est le circuit de distribution ou est-ce que ce sont des transports, parce que là aussi, on reviendra sur les transformateurs. Mais alors, il parle de vétusté du réseau et des destructions causées pendant la guerre. Et pour le transport, c'est pareil. Je vous ai parlé de la défectuosité de la ligne de transport. Mais ce n'est pas qu'on ne répare pas, on le fait. Mais c'est tellement récurrent, il faut le faire en permanence, qu'il arrive des moments où l'État ne peut pas le faire. Et puis, on a toutes les ruptures que nous avons. Les postes de transformation. S'il faut installer en permanence des compensateurs statiques, s'il faut installer en permanence des disjoncteurs, s'il faut arranger en permanence les transformateurs, ça demande de la ressource. L'État n'arrive toujours pas à le faire. Comment vous avez compris ça? alors Monsieur Perrin, vous avez, bon, le Premier ministre Koliné Makosso, c'est mon vieux, hein. C'est mon vieux, il connaît très bien ma position. Il connaît que je suis un petit, quand c'est bien, je dis bien, et quand c'est faux, je dis faux. J'ai suivi cette émission, j'ai beaucoup regretté. Pourquoi? Est-ce que c'était important pour lui de parler? Est-ce que c'était réellement important pour lui? Parce que je n'ai pas trouvé dans cette émission des arguments forts et un contenu convaincant. OK? C'est là où je reviens que lui, on lui avait exigé de saisir le serpent au milieu. Tu vois? Et aujourd'hui, voilà.
Il a un Saisir, serpent dont il ne connaît pas là où se trouve. saisir le serpent au milieu, c'est-à-dire, il faudrait que le téléspectateur comprenne de quoi vous parlez Voilà. Mais concrètement. le problème de l'eau et de Oui. l'électricité, ça date pas d'aujourd'hui. Le problème de l'eau et de l'électricité, ça date d'après la guerre. Mais Collinet, après la guerre, jusqu'à Collinet n'était pas Premier ministre. Après, Collinet s'est retrouvé dans le gouvernement, il était ministre de l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il connaît de l'eau et de l'électricité? Vous voyez, c'est ça en fait de compte. Le problème de l'eau et de l'électricité, c'est Mais en voilà fait, pourquoi on dit pendant qu'on y est, lorsqu'il parle de la guerre, à quelle guerre fait-il allusion? Parce que finalement, au Congo, il y a eu le coup d'État de 1997 plutôt, il y a eu ces violences dans le Pool en 1998, après ça s'est répété en 2016, 2018. Lui, quand il parle de la guerre, quelle est la période circonscrite dans ce qu'il appelle la guerre? alors, ben, ça au moins dans l'émission, il n'a pas précisé, mais il a parlé des événements qui se sont passés il y a 10 ans. Bon, nous sommes en 2024. Dans la logique, est-ce qu'un premier ministre, un premier ministre, en 2024, pouvait encore sortir pour dire que s'il y a un problème de l'électricité, c'est à cause des événements qui ont eu lieu dans le pool et tout et tout. Non, 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 non. J'ai suivi, comme vous, j'ai suivi l'émission. Il a évoqué l'autre point sur les isolateurs. Mais ça coûte combien les isolateurs? Il a évoqué un autre point sur les conducteurs. Ça coûte combien? C'est ça. Il doit nous dire que, voilà, il y a un problème des isolateurs qui doit coûter tant, des milliards aux Congolais. Il y a un problème des conducteurs qui sont censés coûter tant. Il y a un problème de l'amélioration de la ligne. Il a parlé d'une ligne de 110 km entre Mukukulu et Mindouli. Ça nécessite combien? C'est ça qu'il doit dire aux Congolais. Ça nécessite combien? Et aujourd'hui, ça fait combien d'années? Pourquoi le Congo aujourd'hui se retrouve dans l'incapacité d'améliorer ces lignes? Alors, mais quand nous vérifions, par exemple, prenons le cas de la ligne, quand nous vérifions cette ligne, c'est une ligne, on peut dire que c'est la ligne de la SNE. Vous comprenez, M. Perrin? Oui, tout Et à fait. cette ligne était censée transporter l'électricité de 72 ou 70, 70 mégawatts, M. Perrin. Alors, qu'est-ce qu'eux, ont fait? Ils ont construit une centrale de la production de l'électricité à Pointe-Noire, la centrale de Pointe-Noire, qui a aujourd'hui a une puissance installée de 480. Alors, donc, vous comprenez qu'une ligne qui était censée travailler pour 70-72 mégawatts, aujourd'hui, cette ligne est utilisée pour faire transporter de Pointe-Noire à Brazzaville 300 mégawatts, il doit toujours avoir un problème. Ce n'est pas quand il invoque une raison sur la guerre qui s'est passée dans le pool et tout, ça, ce n'est pas une raison. Voilà pourquoi j'ai dit au début que dans ces arguments, il n'y avait pas vraiment un contenu convaincant. Il a invoqué encore un autre problème sur le jouet. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié de voir le Premier ministre dire aux Congolais que depuis 2007, le Congo n'a pas l'argent. Le Congo n'a pas d'argent, donc n'a pas de moyens pour relancer le barrage de Djoué. Ça fait pitié d'écouter. Mais la réalité, c'est laquelle? Vous voyez, nous avons Yimbulu, que nous avons lancé pour la production de 120 mégawatts. Aujourd'hui, Yimbulu fonctionne avec 85 mégawatts, parce qu'il y a une turbine qui est à l'arrêt et qui n'est toujours pas réparée jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le Djoué, à l'arrêt depuis 2007. L'État a du mal à trouver des ressources pour relancer le Djoué. L'USO, à peine mis en fonctionnement, fonctionne avec, je crois, 2 groupes sur 3. L'État a du mal à trouver des ressources pour financer la réparation des groupes. Vous voyez? Donc même en termes de production d'électricité, l'entretien de ces centrales hydroélectriques pose de sérieux problèmes en termes d'entretien, de maintenance. Non, mais il ne peut pas venir à la télé pour raconter ça aux Congolais.
Si lui ne vivait pas au Congo, nous, on vivait au Congo. Nous savons qu'entre 2010 à 2016, l'État congolais était l'un des pays, c'est-à-dire même le deuxième pays en Afrique qui avait le budget le plus élevé après l'Afrique du Sud. Nous savons que le Congo, on prêtait de l'argent à d'autres pays. À la Côte d'Ivoire, on nous parle de 100 milliards. 100 milliards, oui, oui, Sans on a compter les autres prêté, pays. pardon, pendant que vous en parlez, évidemment, le Congo a prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Il a aussi prêté, je crois, 50 milliards au Niger. Beaucoup d'argent comme ça. Il a même payé les salaires des fonctionnaires centrafricains, oui. Et donc, vous disiez Alors, que le Congo avait beaucoup alors, d'argent. et donc, Il y avait d'ailleurs vous des imaginez, excédents budgétaires aussi. voilà. Et nous savons que le Congo était l'un des pays, était le premier pays en Afrique qui votait ses budgets avec des excédents budgétaires de plus de 400 à 3000 milliards. Et donc, quand Coloné vient nous dire à la télé que depuis 2007 à aujourd'hui, ces barrages ne fonctionnaient pas parce que l'État n'avait pas l'argent, ça, c'est... Non, non. Je me suis dit, mais est-ce que mon vieux là a toujours des conseillers? S'il a des conseillers, donc il n'écoute plus ses conseillers. Alors, l'autre point qu'il défend, euh, il parle de, des subventions de l'État, c'est-à-dire l'État qui est censé subventionner, entretenir les installations afin que les Congolais payent l'électricité au prix qu'ils... Mais écoutez, depuis 1900, c'est-à-dire depuis 1997, après la guerre, jusqu'à aujourd'hui, le problème de l'eau et de l'électricité sont restés des problèmes infinis. Alors, le retard de la mise en œuvre de toutes ces réformes nous amène aux difficultés que nous sommes en train de connaître maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux? Retarder ou annuler la réforme pour continuer à vivre ces difficultés ou accélérer, parvenir à la réforme pour espérer avoir désormais une électricité stable et continue dans nos maisons? Je crois que c'est à cette question que les Congolais doivent répondre. Avant même de parler de l'incidence tarifaire, il faut d'abord chercher à savoir, depuis 2003, nous nous sommes engagés dans une volonté, une politique réelle de réforme du secteur de l'électricité. Mais en se souciant des préoccupations que vous soulevez, on a tardé à accomplir. On a préféré se caresser dans le sens du poil. Et 20 ans aujourd'hui, les mêmes problèmes qu'on avait identifiés depuis 2000-2003, qui nous avaient conduit à vouloir engager la réforme sont encore actuels. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Essayons donc de changer. Pourquoi on est obligé de changer de mécanisme, de paradigme? Mais parce que l'État a du mal à trouver des ressources pour financer en permanence les réparations de ces installations. Mais quand il parle des subventions qui étaient censées entretenir les installations, mais quand on entretient les installations, c'est pour produire quoi? La meilleure qualité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Congolais souffre toujours pour la mauvaise qualité. Oui, mais il y a quand même un Alors, paradoxe parce que lorsqu'il parle de subventions, si ça continue, bien entendu, dans le même temps, il a parlé aussi des isolateurs qui devraient poser problème, des transformateurs, et après, on se dit donc, alors, à quoi sert donc cette subvention, sinon à quoi servent ces subventions? alors, mais c'est ça. Il invoque, pendant sa visite, moi, quand j'ai suivi là, vous savez, excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Je vous en Vous prie. savez, euh, mais parfois on ne blâme plus, moi personnellement, bon, on ne blâme plus Coliné, mais on blâme vos frères et sœurs journalistes qui sont ici. Ils sont devenus tellement des marionnettes. Ils sont devenus tellement de... le journaliste congolais, on ne sait plus comment le qualifier. Parce qu'un journaliste, quand vous décidez d'organiser une émission, vous devez d'abord vous-même faire des vérifications du secteur que vous allez aborder. Et quand vous suivez cette émission, je ne sais pas si vous avez constaté, moi, ce que j'ai constaté, le Premier ministre était devenu un acteur et le journaliste était devenu un spectateur ou spectatrice. Quand il pose une seule question, il laisse
elle laisse le Premier ministre dire des choses qu'il n'était pas censé dire. Quand le Premier ministre dit, pendant sa visite, ils ont constaté deux problèmes. OK? Le problème de la ligne censée transporter de l'électricité et le problème de transport. En termes de la ligne, le Premier ministre dit qu'il y a un problème des isolateurs, il y a un problème de conducteurs, c'est-à-dire tout est déjà foutu. Il y a un problème, la ligne de 110 km de Mukukulu à Mindouli aujourd'hui qui n'est plus à son état. OK? Alors, mais c'était même là l'occasion que la journaliste pose une question très pertinente au Premier ministre, mais vous avez parlé des subventions que vous subventionnez. Vos subventions là vont où? Parce qu'on se retrouve avec des lignes, selon vous, monsieur le Premier ministre, les lignes ont été gaspillées depuis la guerre, les événements qui s'est passé dans le pôle. Mais ça fait combien d'années? Est-ce qu'aujourd'hui, un Premier ministre peut encore passer à la télé pour blâmer les événements qui s'est passé dans le pôle? Non. Je reviens sur cet aspect de la guerre qu'il a évoqué, bien sûr, parce que ça date quand même de beaucoup de décennies, et revenir là-dessus pour justifier le pourquoi où il n'y a pas du courant au Congo, il n'y a pas d'eau, je crois que c'est trop hasardeux. Mais après, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se poserait la question si réellement Anatole Koliné Makosso vit au Congo, Brazzaville, et s'il est vraiment Premier ministre du Congo-Brazzaville et qu'il connaît les réalités que vivent les Congolais. Parce que dans le même temps, moi, j'ai bien envie de lui rappeler qu'il y a quand même 14 000 milliards qui ont disparu au Congo-Brazzaville. C'est quand même 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 7 à 8 ans de budget du Congo-Brazzaville. Ça, et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'il vient intervenir à la télé, il a l'impression, je ne sais pas, bon... je vais peut-être pas le juger dans ce sens, mais il serait quand même souhaitable qu'il prenne aussi en compte de ce que nous sommes actuellement dans un monde interconnecté. Nous sommes dans un monde, comme qui dirait, à l'ère des réseaux sociaux, donc rien n'échappe à personne. Dernièrement, on nous a parlé encore de 160 milliards de francs, je dis bien 160 milliards, détournés au ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut qu'on parle de l'argent qu'on a volé au FIGA, à la CNCS? On peut révéler tout. Il y a 5 Congolais, 5 dignitaires du pouvoir qui ont planqué 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et Mathias Nzo nous rappelait dernièrement qu'il y a 5 autres dignitaires aussi de ce même régime qui ont planqué 9 000 milliards. Je répète bien, 9 000 milliards, l'équivalent donc de 16 milliards de dollars américains dans les banques chinoises. Et donc, lorsque Anatole Koliné Makosso vient à la télé pour dire un certain nombre de choses, c'est vraiment déplorable, comme vous l'avez dit, c'est regrettable, mais je ne sais pas comment qualifier cette posture. Et donc, on revient sur ce que nous étions en train de dire. Il a parlé également de l'arrêt, finalement, du barrage de Djoué depuis 2007. Comment expliquer ça? Alors, déjà, moi ça m'étonne, en fait. L'arrêt du barrage de Djoué, ça m'étonne. Et quand il donne la raison, 2007, il dit que... depuis 2007, c'est-à-dire ça s'est 2007, arrêté, bon voilà, et puis on n'a plus entretenu, on n'a pas réparé, alors qu'on sait qu'on a des problèmes d'électricité. Mais c'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire, que sa sortie était hasardeuse. Et il n'était pas important pour lui de faire cette émission. Vous voyez, et quand il dit que le Congo n'avait pas de moyens pour, pour, pour remettre ces barrages en marche, c'est moquer des Congolais, en fait. C'est moquer des Congolais. Regarde, j'ai la loi de finances avec moi ici. Je vais vous prendre juste un exemple. Parce que quand ils disent qu'ils n'ont pas de moyens pour relancer un barrage qui est censé donner l'électricité aux Congolais, mais ils ont quand même des moyens pour entretenir leur fonctionnement. Quand vous prenez la loi de finances 2024, M. Perrin, le budget de fonctionnement de la présidence s'élève à 50 milliards 996
583 899. Ça, c'est la présidence. Ça, c'est la présidence. L'Assemblée nationale, 22 milliards, 636 francs. Vous avez le Sénat, 12 milliards, 445 millions, 689, 578. Vous avez la primature, 13 milliards, 278 millions, 884, 436. Ça, c'est le budget juste de fonctionnement d'une année de chaque institution. Alors, mais comment? Le budget estimatif dans la loi de finances 2024. Et donc, si nous prenons par exemple le cas de Collinet lui-même qui a la primature. Ça fait 3 ans qu'il a la primature. Et donc, si le budget estimatif de son fonctionnement est à 13 milliards, 13 milliards 270 millions. Donc, sur 3 ans, on est déjà à 39 milliards du budget de fonctionnement. 39 milliards. Primature. Pour 3 ans au niveau de l'Assemblée, on va arriver à 60 milliards. Pour 3 ans au niveau du Sénat, on va arriver à 36 milliards. Pour 3 ans au niveau de la présidence, on va arriver à 150 milliards. Donc, les gens préfèrent dépenser plus de 150 milliards, plus de 60 milliards, entretenir des institutions aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, au lieu d'arranger un barrage de Dieu qui est censé donner l'électricité aux Congolais. Mais qui est idiot? Qui est idiot pour accepter cette sortie hasardeuse du Premier ministre? Voilà pourquoi j'ai dit au début que la mission du Premier ministre là ne devait pas avoir lieu. Je me demande, est-ce qu'il a encore ses conseillers? Ou bien il fait tout aujourd'hui, il fait tout seul aujourd'hui. Oui, mais moi, la question, ma préoccupation, quand il sort comme ça… Il a parlé des réformes. Oui, des réformes. Il a parlé aussi quelque part des réformes. Je voulais donner un avis sur les réformes. Alors, c'est en 2003. C'est en 2003 que le Congo s'est engagé dans les réformes dans le secteur de l'électricité et de l'eau. On parle là de la loi secteur de l'eau, on parle là de la loi numéro 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau. La loi numéro 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'électricité. C'est en 2003 que les réformes ont été lancées. Et quand vous prenez par exemple le secteur de l'électricité, ces réformes ont donné naissance aux autres institutions. L'Agence de régulation de l'électricité, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, l'Agence de l'électrification des zones rurales, de l'électrification des zones rurales. Et du côté de l'eau, il y a eu les conseils et les fonds. Plusieurs institutions aujourd'hui dont les gens travaillent qui sont payés. OK? Alors, le Premier ministre va plus loin pour dire que c'est à cause, c'est-à-dire, c'est à cause de ces réformes. C'est-à-dire, c'est à cause des Congolais que ces réformes ont été arrêtées. Ça, c'est un mensonge. Avant même de parler de l'incidence tarifaire, il faut d'abord chercher à savoir, depuis 2003, nous nous sommes engagés dans une volonté, une politique réelle de réforme du secteur de l'électricité. Mais en se souciant des préoccupations que vous soulevez, on a tardé à accomplir. On a préféré se caresser dans le sens du poil. Et 20 ans aujourd'hui, les mêmes problèmes qu'on avait identifiés depuis 2000-2003, qui nous avaient conduit à vouloir engager la réforme sont encore actuels. Parce que si on lançait ces réformes, le prix de l'eau devait augmenter et le prix de l'électricité devait s'augmenter et le prix de l'électricité, c'est pas s'augmenter. Ça, c'est pas une raison. C'est un peu une manipulation. À chaque fois que le Premier ministre et les autres ministres passent à la télé, ils ont toujours tendance à manipuler les Congolais dans ce sens. Vouloir faire comprendre aux Congolais que l'État paie l'eau et l'électricité pour vous. Vous voyez? Alors que c'est un mensonge, un grand mensonge. Et c'est même l'inverse parce que finalement, ce sont les Congolais, donc les populations qui payent pour les ministres parce que eux, en réalité, ils sont exemptés des quittances d'électricité, de l'eau, de téléphone, transport et autres. C'est les Congolais moyens, en fait, j'allais dire, la population congolaise qui paye à leur place. Si vous prenez par exemple le secteur de l'eau,
Vous prenez par exemple le secteur de l'eau. Chaque consommateur de l'eau paye chaque 2 mois, paye un excédent de 3200 et quelques francs. Mais si le prix de l'eau devait s'augmenter, vous pensez que ça devait s'augmenter à 3000 francs? Non. Donc, la raison de dire que si les réformes n'ont pas abouti, c'était parce que on ne voulait pas que les Congolais payent cher l'eau. C'est pas une raison, c'est un mensonge, c'est une manipulation. Mais même Les là, Congolais lorsqu'ils aujourd'hui parlent de... les- c'est parce qu'ils évitent peut-être que les factures coûtent beaucoup plus cher aux Congolais. Et si ces services aujourd'hui sont précaires, simplement parce que, bon, le gouvernement voudrait que l'eau ne puisse pas coûter cher, mais il faut lui rappeler qu'il y a aussi ce principe qu'il faut respecter. Le Congo, je l'ai rappelé d'entrée du jeu, c'est quand même un pays riche. Nous avons du pétrole, nous avons du bois, nous avons des minerais. On exploite l'or chez nous. On exploite du diamant, on exploite le pétrole, du bois. On le voit passer là. Mais que dit-il finalement de la redistribution équitable de ces ressources? C'est quand même une richesse nationale, ça appartient à tous les Congolais. Mais là encore, moi je reviens un peu sur lorsqu'il dit qu'il y a un souci entre Mukukulu et Mindouli, c'est ce que j'ai cru comprendre, Là, mais il parle de la dans ligne. le même temps, il y a une société qui a pris Mukukulu en concession. Comment expliquer ça? Ouais. Et que fait donc cette société? Alors, Monsieur Perrin, vous savez, le secteur de l'électricité, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, le secteur de l'électricité et de l'eau au Congo, ces deux secteurs sont en train de souffrir de, de, d'une mafia terrible. Alors, je ne suis pas technicien, mais concernant les concessions, comment ça se passe et tout, mais ce que nous savons, c'est que le barrage de Mokokolo aujourd'hui est en concession. C'est une société chinoise. Alors, là, par exemple, les dernières enquêtes que nous avons menées, le barrage de Djoué vient d'être livré aussi en concession par une société qu'on vient de créer. J'ai vu ça, on dit Djoué Opération Internationale SA. Là encore, il faut vérifier même qui sont les propriétaires de cette société. Vous allez trouver que c'est les mêmes. OK? Alors, M. Perrin, quand le Premier ministre parle de la ligne, les 110 km de Mukupulu et tout, la ligne, le problème de la ligne, selon les enquêtes que nous avons menées, tout ce qu'il invoque comme raison, les guerres, des trucs un peu comme ça. Non, 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 non. Le problème de cette ligne, c'est toujours leur mauvaise gouvernance. OK? Je l'ai déjà dit, je veux encore répéter. Cette ligne servait pour le transport de 72 à 74 mégawatts depuis des années. Mais eux, ils ont décidé de prendre de l'argent et de s'associer avec Eni Congo, de créer une société de production de l'électricité. Ça aussi, beaucoup de Congolais ne savent pas. La centrale électrique du Congo, qui se situe au niveau de la côte Matev, cette société a été créée par l'État congolais et Eni Congo. L'État congolais a 80% des parts, Eni Congo a 20%. Ce qui veut simplement dire que si on veut parler terre à terre, 80% de l'électricité qui est produite au niveau de cette société, on peut dire qu'elle appartient à l'État congolais parce que l'État congolais a 80% des parts. Vous comprenez? Oui. Alors, comment ils ont fait pour investir dans la production de plus de 300 mégawatts ou 400 mégawatts, mais sans pourtant penser à arranger les lignes qui sont censées ramener cette électricité de Brazzaville à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, lui, le Premier ministre, il parle de l'électricité qui s'évapore. La vaporisation de l'électricité parce que les lignes sont... Mais qui est idiot?
Donc, vous êtes Voilà en train pourquoi de j'ai dit que dire par rapport à la capacité, j'allais dire oui, la capacité d'avant, on a augmenté la capacité et on a gardé les mêmes lignes de transport, c'est-à-dire qui aujourd'hui en réalité sont défectueuses, c'est ça. Et donc, ils n'ont pas voilà, pensé à entretenir ces lignes, sinon à les renouveler pour faciliter évidemment le transport de l'électricité. Ils ont utilisé les mêmes voilà. installations qui Les servaient mêmes pour installations. moins de capacité et maintenant qu'il y en a beaucoup plus, ben, c'est normal que ça cause des problèmes. Est-ce que c'est ce qui poserait également le problème des Et là, transports? on veut encore donner la faute à la guerre. Non, non, laissez la guerre. La guerre, ça Alors, fait il a des parlé années qu'elle est. également des transformateurs. Alors, parlons de transformateurs. Il dit ceci. Il y a plus de coupures d'électricité parce que ces transformateurs tellement ils sont devenus vieux et ces transformateurs aujourd'hui vivent de la maintenance. Mais le gouvernement, son rôle, c'est quoi? Le rôle du gouvernement, c'est quoi? C'est prévenir. OK? Mais quand vous constatez que les transformateurs sont devenus vieux, quelle est la place de l'électricité au Congo? Vous faites de l'électricité et des transformateurs une priorité. Comment les gens ont des grands budgets de fonctionnement, mais ils sont quand même capables de venir dire à la télé qu'ils n'ont pas les moyens pour changer les transformateurs? Mais comment? Est-ce que les Congolais sont contents que les ministres fonctionnent, ont des budgets de fonctionnement bien, se baladent dans le gros véhicule, sont là à rien faire, pendant que nous n'avons pas l'électricité? Autre chose avec le Premier ministre, c'est que quand le Premier ministre parle, par exemple, des isolateurs, des conducteurs, la ligne qui est défectueuse, il parle des transformateurs qui sont défectueux, le Premier ministre est incapable de dire aux Congolais. C'est ça. Il est incapable de dire aux Congolais combien ça coûte réellement. Il dit seulement que le Congo n'a pas l'argent. Mais combien ça coûte? Avant de dire aux Congolais que le pays n'a pas l'argent, mais dis-nous d'abord combien ça coûte. Ça coûte C'est-à-dire, combien? vous êtes en train de dire il serait souhaitable pour le Premier ministre, lorsqu'il aborde ce genre de questions, de dire aux Congolais, ben, écoutez, les isolateurs coûtent tant de milliards ou tant de millions, on n'a pas cet argent, comment on appelle ça, les conducteurs, c'est tant de milliards ou tant de millions, ça aussi, on n'a pas d'argent, ainsi de suite, que de venir tenir un discours, en fait, comme qui dirait dans le vide, en fait. Et Mais, mais, ça frise mais c'est ça. comme tu le dis. Ça frise, comme Il vous le dit disiez tout qu'il à l'heure, enfin, la diversion, simplement. il dit qu'il voilà, il est allé sur le terrain pour chercher la confiance des Congolais. Mais la confiance des Congolais, on ne la cherche pas dans la distraction ou bien dans la diversion. On la cherche dans la vérité. OK? Le constat, c'est-à-dire le constat que nous avons fait, la ligne là pour la ranger, demande, je ne sais pas, 200 milliards. Le Congo n'a pas 200 milliards. Et ce Congolais de juger si réellement le Congo n'a pas 200 milliards. Oui. Vous comprenez, M. Perrin? Je Il y a comprends très autre bien, chose. Gisela. Oui. Autre chose? Il y a, il y a, il y a autre chose que le Premier ministre a abordé aussi, qui m'a étonné. Mais bon, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à la journaliste qui était en face d'elle. Parce que une journaliste qui a déjà vendu son indépendance intellectuelle ne peut qu'être spectatrice devant euh, quelqu'un à qui on pose des questions. Quand le Premier ministre parle de la responsabilité des Congolais sur le paiement de l'électricité, c'est-à-dire, il dit ceci. Il dit, avec tous les problèmes que le Congo a, avec les responsabilités que le Congo, l'État a, l'État doit s'occuper de l'éducation, doit s'occuper de la santé et tout. Donc, l'État, aujourd'hui, a décidé de mettre en concession et puis, afin que le Congolais fait face à son prix de l'électricité. Quelque chose où le Congolais fait face depuis. Alors, quand je prends le secteur de la santé, mais il s'agit de quel secteur de la santé, en fait, de compte que le Premier ministre est en train de dire que l'État congolais investit beaucoup dans le secteur de la santé. Il s'agit de quel secteur de la santé? Il s'agit de Bon, quel mais secteur de la voilà, santé? j'ai Il compris parle de l'éducation, les investissements dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de quel secteur de l'éducation?
Bien, Gisela Ondele Oui, Kanga, monsieur Père. bon, mais de toute façon, tous les Congolais l'ont suivi, hein, ou presque. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi Anatole Colonel Makosso, je crois que on mettra en ligne, évidemment, sur notre média, sa sortie médiatique, en fait, au moins un extrait de cette interview pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Mais ça donne évidemment l'impression que finalement, Anatole Collinet Makosso parle dans le vide, c'est-à-dire aucune maîtrise du sujet qu'il aborde. Mais pire encore, c'est à la télé que ça se passe. C'est ce qui n'est pas du tout bien pour un Premier ministre. C'est juste un conseil, hein. Il ne faut pas prendre ça en mal. Mais lorsqu'on vient devant la télé, quand on vient parler en public, et je vous ai rappelé tout à l'heure que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, il faut être conséquent, il faut être responsable, savoir de quoi l'on parle. Et c'est très important. Mais alors, Ghislain Ondele Kanga, je vais m'intéresser à un autre aspect de choses, parce que la sortie médiatique d'Anatole Collinet Makosso doit avoir un lien avec probablement ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Parce il y a aussi un petit bruit qui court euh, que Kinshasa aurait finalement stopper la fourniture d'une bonne partie de l'électricité à Brazzaville pour les raisons que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, cette petite crise née autour de la cession, concession ou vente des terres du Congo au Rwanda qui semble gêner Kinshasa. Et ça, les officiels congolais ne semblent pas aborder cet aspect de choses. Est-ce que vous avez quelques informations à votre niveau? Alors, j'étais à Kinshasa il y a 2 jours de cela. Ce qui est vrai, c'est que qu'on arrête de se voiler les yeux, qu'on arrête de se voiler les yeux, la tension est là et ça part, OK? Au niveau de Kinshasa, les voisins sont contre du rapprochement du Congo vers le Rwanda. Et aujourd'hui, si le bruit qui court, dans le sens où la RDC a réduit sa capacité de l'électricité qu'il fournissait au Congo et tout. D'autres vont dire que c'est parce que le Congo ne paye pas les dettes, mais nous pensons qu'il y a aussi, le voisin euh, qui, euh, qui est en train d'agir pour dire, mais comment on est voisin, comment on leur donne même notre électricité, alors que pendant que nous avons des problèmes avec tel pays, et voilà ce qu'ils sont en train de faire, voilà, voilà. Donc, ça, en gros, ça joue un rôle aussi très important parce que vous savez que c'est depuis que ce bruit des terres et quoi a commencé, c'est là où on parle des tensions concernant la relation du secteur de l'électricité entre la RDC et le Congo a commencé. Vous voyez, donc je pense que cela a un impact. Cela a un impact. Et si je peux en profiter aussi à donner un conseil à nos autorités, ils doivent savoir que oui, le Congo est libre de signer ses accords avec le Rwanda. Il est libre, mais dans toute chose, il faut regarder ce qu'on appelle les priorités. Entre le Rwanda, entre le Rwanda et la RDC, quel est le pays prioritaire que nous devons euh, garder des bonnes Privilégié, voilà. relations, Et c'est comme disait d'ailleurs, privilégier, voilà. voilà, c'est comme Voilà. disait Est-ce que le c'est le président. Rwanda ou bien c'est la RDC? Est-ce que c'est le Voilà. Rwanda ou bien c'est la RDC? Je crois que la Donc, question ils avait doivent déjà été regarder. abordée par le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui en fait exhortait de privilégier les rapports de bon voisinage avec Kinshasa. Mais bref, ce n'était qu'une parenthèse. On revient donc sur notre sujet. Nous étions en train de parler du procès qui a dû commencer, le premier jour du procès, et vous disiez que finalement la partie adverse a écrit, mais c'est plutôt focalisé sur un seul point, notamment sur le contrat, qu'il pense que vous aurez donné une information biaisée sur ce que le contrat n'existait pas. Après, il vous demande d'expliquer cela. Mais il y a aussi donc la LCDE. Est-ce que ce sont là des procès combinés ou bien vous allez en procès séparé, c'est-à-dire contre la LC2 et contre la E caressée, ou bien c'est combiné? Ah, ce sont les audiences séparées. Il y a des dossiers. Donc, il y a un dossier entre
la LCD est un dossier contre la EKRC. Bon, concernant la LCD, on avait déjà parlé. Maintenant, concernant la EKRC, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le conseil de la société s'est présenté en demandant un report de l'audience parce que ils sont venus, ils n'ont pas été encore, Ils n'ont ils pas pris n'étaient pas préparés en fait. En fait, ils n'avaient pas Voilà. encore pris connaissance du dossier, c'est ça? Au niveau de la Non, justice? mais on ne peut pas dire, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas pris connaissance parce que euh, c'est même le premier avis d'audience que nous avons reçu, c'était contre la SCD. Donc, c'était un mois et demi avant. Nous, on s'attendait que c'est la EKRC qui devait répondre. Mais on a été surpris que la LCD, qui le conseil a reçu l'avis d'audience il y a 2 semaines, a répondu et que la EKRC, les avocats se sont présentés pour demander qu'on reporte encore pour le 12, Et qu'on vous leur donne pensez un peu plus de que... temps. Mais le problème, pour nous, c'est compréhensible. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas des arguments. Ils viendront dire quoi? Ils viendront dire quoi? Ou peut-être Cette qu'ils ont société, besoin, c'est une banque. ils peuvent avoir aussi besoin de beaucoup de temps pour bien Voilà. réfléchir et préparer leur défense. Bon, cela arrive hein, Bon. au niveau des Donc, tribunaux. voilà, le tribunal leur accorde le temps et nous, on attend. Parce que c'est comme je le dis toujours, nous sommes préparés en fait. On est préparés, on a travaillé sur ces dossiers depuis janvier. On a pris le temps. On ne dit pas que tout ce que nous disons est à 100% vrai, mais nous avons travaillé et nous avons les arguments d'aller jusqu'au bout avec ces deux sociétés. Donc, nous attendons les conseils, donc les avocats de ces sociétés, nous les attendons au tribunal et nous serons toujours prêts à les répondre. Vous On serez sera toujours toujours prêts à prêt les à les répondre. répondre. Bon, voilà. Alors, il y avait une campagne où vous devriez déposer aussi des plaintes, je crois, au niveau des départements. Vous avez parlé de la décentralisation de ces plaintes. Vous l'avez fait ou bien c'est toujours en cours? Ouais, les plaintes dans d'autres départements, c'est un projet que nous avons déjà planifié et tout. Là, maintenant, c'est un problème de financement qui s'oppose. Et donc, nous sollicitons à tous les partenaires, à tous Congolais, conscients, comme j'ai l'habitude de dire, et responsables, de continuer à soutenir. On veut vraiment déposer les autres plaintes dans d'autres départements. On veut déposer les autres plaintes dans d'autres départements. Donc, on sollicite les Congolais à nous accompagner là-dessus. Merci Ghislain Ondélé Kanga d'avoir encore été avec nous aujourd'hui pour toujours aborder les questions d'eau et d'électricité parce que c'est vraiment vital. On ne peut pas vivre sans eau, sans électricité dans les sociétés actuelles. J'allais parler des sociétés modernes. Alors probablement que quelque chose a dû m'échapper, sinon une préoccupation à laquelle vous tenez. Je vous laisse quelques secondes pour conclure. Alors, l'unique préoccupation, c'est que nous demandons aux Congolais. Cette fois-ci, je vais peut-être m'adresser aux Congolais de la diaspora. S'il vous plaît, peu importe là où vous êtes et peu importe le département dans lequel votre famille se retrouve au Congo, cette initiative, elle est nationale. Elle est nationale et nous sollicitons votre soutien. Nous allons partager les informations à travers cette émission. Si vous avez la possibilité, aider, accompagner cette initiative. Et c'est comme je le dis toujours que cette initiative, elle est noble et juste. Face aux injustices sociales, tout Congolais conscient et responsable est censé s'élever. Le gouvernement congolais a tous les moyens pour régler ce problème. Si jusqu'à aujourd'hui, nous continuons nous continuons à consommer une mauvaise qualité de l'électricité et de l'eau, c'est juste un manque de volonté. Et face à ce manque de volonté, nous devons nous lever pour exiger nos droits. Il est temps que chaque Congolais exige le droit de l'eau et le droit de l'électricité à ses autorités. Nous parlons là des gens qui ne payent pas l'eau, qui ne payent pas l'électricité. Alors que c'est eux qui sont mieux payés. Alors que c'est eux qui gagnent en millions. Alors qu'ils ont même des budgets de fonctionnement en milliards. Alors, on ne peut pas accepter un gouvernement dont le budget de fonctionnement
est dans les 2000 à 3000 milliards, mais se retrouve dans les capacités de donner de l'eau et de l'électricité qui sont les denrées de première nécessité à une population de 6 millions. C'est Merci anormal. beaucoup. Merci beaucoup, Ghislain Ondélé Kanga, donc d'avoir été avec nous. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Vous l'avez dit tout à l'heure, le problème d'eau et d'électricité est un problème de tous les Congolais, de quelques départements que vous soyez. Et je pensais que là aussi, c'est une question qui pouvait fédérer tous les Congolais, comme on est en train de le voir avec la question des terres, disons les accords sur la concession des terres du Congo au Rwanda. Tous les Congolais sont fédérés autour et ils devaient faire la même chose avec l'eau et l'électricité parce que c'est tout le monde qui est concerné. Mais dans ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce qui est de la participation des Congolais de la diaspora, je crois que le message il est passé. Les ministres aussi sont concernés, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent sortir Ouais, nous, on les appelle députés. ça. À l'église, on appelle ça, même les dîmes seulement, le dixième seulement de ce qu'il garde, ça peut faire l'affaire. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Gisela Ondélé Kanga, je rappelle Merci que beaucoup. vous êtes, donc, je rappelais que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous avoir sur notre plateau. Revenez quand vous le souhaiterez, toutes les fois que vous aurez des informations nouvelles. Voilà, apportez-nous-les et nous Merci ferons beaucoup. notre Merci travail beaucoup. Merci. d'informer le public. Surtout, Merci. merci à toute l'équipe. Pareil pour ceux qui nous écoutent, hein, ceux qui nous suivent, pourquoi pas, les ministres concernés peuvent venir s'exprimer aussi pour qu'on ne dise pas que non, on leur a pas tendu le micro, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas l'autre partie? Et nous avons reçu ce genre Il faut inviter le Premier ministre. de reproches. En tout cas, notre plateau, il est libre pour tout le monde. Nous, nous donnons notre plateau à tout le monde, je dis bien à tout le monde sans exception. Donc, ils sont libres de venir intervenir pour venir donner évidemment leur point de vue. Sur ce, on se dit donc au revoir, mesdames, messieurs. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Et après avoir largement partagé cette émission, aidez-nous donc à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du petit entretien qu'on a eu tout à l'heure avec Ghislain Ondélé Kanga. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.